Merci beaucoup. Je suis très content de vous accueillir sur ce week-end Synchro. Il y a des gens dans la salle probablement qui ne connaissent pas Synchro. Alors je vais expliquer un petit peu. Synchro, c'est un magazine sur le doublage que j'ai créé il y a à peu près 3 ans, qui essaye de parler de la plus belle des façons d'un art du métier de comédien, qui est le doublage, et que je trouve extraordinaire, avec des comédiens extraordinaires, des techniciens qui vouent une vraie volonté de bien faire les choses. Et je sais que beaucoup de gens dans la salle, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aimez aussi le doublage. Donc merci pour ça, merci de soutenir Synchro. C'est pas évident, voilà, c'est des soirées à mettre en page, à relire, à corriger, c'est des soirées et des week-ends. Mais en tout cas, ce week-end-là, je ne travaille pas pour Synchro, pour les magazines, je travaille pour cet événement. Aujourd'hui, on va vous projeter un film qui me tient à cœur, bien évidemment. On a fait ce numéro, La Terre du Milieu, les doublages de la saga de Peter Jackson, parce que c'est une trilogie qui m'est vraiment très chère. Parce que je l'ai découvert au cinéma, parce qu'en tant que fan de cinéma, j'ai lu tout ce qui pouvait être fait dessus, même bien avant l'arrivée des films, parce que je lisais beaucoup de magazines ciné, et c'était une trilogie que j'attendais de pied ferme, moi-même ayant joué à des jeux de rôle à l'âge de 13-14 ans, qui s'appelait le jeu de rôle des Terres du Milieu, et j'avais lu les livres, donc imaginez-vous bien que Peter Jackson a réalisé un rêve avec cette adaptation. Donc qui ne l'a pas vu? Ah, vous avez trop de chance. Et qui l'a vu à l'époque? Ah ouais. Ah, il y a autant de vieux? Ok. On est entouré de boomers. Donc en tout cas, il y a 3-4 personnes qui n'ont pas vu, donc vous avez vraiment de la chance. On va le projeter. Je vous invite à avoir une attention particulière sur le doublage et l'extraordinaire travail qui a été fait sur le doublage. C'est l'occasion de le revoir vraiment en vous focalisant sur le travail qui a été fait par Danielle Perret, la directrice artistique, mais aussi tous ces fabuleux comédiens qui ont travaillé sur cette trilogie et qui ont fait en sorte que ces voix sont totalement ancrées dans notre inconscient collectif et nous émeuvent à chaque fois qu'on les entend. Donc c'est vraiment une occasion unique. Je vais malheureusement pas pouvoir voir le film parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais en tout cas, vous êtes très chanceux. Je suis ravi que vous soyez là. Je suis ravi que vous ayez fait une aussi belle campagne pour ce livre. J'espère qu'il est à la hauteur de vos attentes. Il y a quelques petites coquilles qu'on m'a remontées après, et en tant que perfectionniste, j'ai juste vomi, tellement je suis dégoûté. Mais il n'y en a pas tant que ça, vu le nombre de pages et le peu de temps, finalement, qu'on a fait pour faire cet ouvrage. Merci à Aurélien et toute l'équipe, Sophie, Michael, voilà, tous les gens qui ont aidé à la conception de ce livre. Et je voulais aussi remercier ce cinéma de Rueil Centre-Ville, Ariel, qui nous accueille, qui est en partenariat, donc c'est une grande première pour eux. Et ce cinéma, honnêtement, vous le verrez tout à l'heure pour ceux qui ont la chance de faire des dédicaces, il est juste sublime pour les dédicaces, ça va être très cosy, ça va être très sympa, les comédiens, on a de la place. Vous verrez, ça va être super. Et bien sûr, on se voit tout à l'heure pour le débat d'1 heure, 1h15 autour du doublage. Commencez à préparer vos questions. C'est pour ça, regardez bien le film, notez. Moi, j'en ai quelques-unes, bien évidemment, mais nous, on en a posé tellement que c'est plutôt les vôtres qu'on attend. Voilà, je vous souhaite une très très bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va passer au débat. Les comédiens sont quasi tous là, donc il faudra leur faire un tonnerre d'applaudissements dès que je vous le dirai et dès que j'ai le signal. Là, en fait, je meuble surtout. Voilà. Nous avons Vincent Ropion qui vient d'arriver, on peut l'applaudir quand même. Voilà, il est là. Viens nous rejoindre si tu veux. Viens nous rejoindre en attendant tes... Oui, tout seul en attendant tes... Un peu seul, mais c'est en attendant qu'ils arrivent, on va meubler. Donc tu as revu le film? Oui, voilà, ça y est. Oui, j'ai revu le film, c'est super. Tu l'avais pas revu depuis longtemps? Depuis 20 ans. Tu l'avais vu en salle à l'époque? Tu es allé voir? Oui, pour l'avant-première, enfin l'avant-première européenne, okay. Qui était au Grand Rex. Et après, il y a
magnifique soirée avec tous les acteurs américains et anglais à Chaillot. C'était magnifique. Et là, nous pouvons commencer à applaudir tous nos comédiens qui sont là. Nous avons René Loffier, Alexandre Gillet, Pierre Tessier, Le café était de rigueur. On a Jean-Pierre Michael et Jérôme Powell qui arrivent. Alors le film, comment vous l'avez trouvé? Encore meilleur. Parfait. On va juste attendre Jean-Pierre. Bah les voilà. Vous pouvez les applaudir. Jean-Pierre Michael et Jérôme Powell. Bonjour à tous. Bonjour. On n'a rien entendu. Merci beaucoup d'être présent pour ce week-end synchro, un week-end qui est orienté sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et on fête bien évidemment le livre que toute l'équipe de synchro a concocté pour les fans, mais aussi pour célébrer ce doublage qu'à titre personnel, parce que je ne fais que ce que j'aime, je trouve magnifique. Donc c'est le livre que je voulais lire, et il est là, et donc je l'ai lu en long, en large, en travers, j'ai relu, recorrigé. Donc merci infiniment d'être ici, on est là pour vous célébrer, pour célébrer le doublage. On va éviter de parler de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a personne dans la salle qu'on veut convaincre que l'intelligence artificielle c'est du caca. On le sait bien, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On va parler de ce qui fait plaisir, on va parler de cinéma, on va parler de doublage, d'anecdotes, de vos souvenirs. Ce qui est assez étrange en matière de doublage, et Dieu sait, j'ai fait beaucoup d'interviews, c'est que parfois il y a des œuvres, et surtout des doublages qui sont mythiques, mais qui sont peu dans vos mémoires parce que ça a été 2 heures de travail. C'est ce que j'avais une conversation avec Dominique Paturel. Tout le monde lui parlait du générique de début de Capitaine Flamme. Ça lui avait pris 5 minutes parce qu'il était dans le couloir et Michel Saval lui avait dit « Tiens, tu veux pas faire un truc ?» Ouais, bien sûr. Il a fait en 5 minutes et tout le monde lui en parlait. Donc voilà, c'est un petit peu le côté assez extraordinaire du doublage. C'est que vous marquez les gens très très fort sur certaines œuvres. Voilà. Donc moi, j'avais une première question. On vous en a posé beaucoup sur ce livre. Mais je vais commencer à poser des questions parce que quand je demande au public d'en poser au début, ils sont un petit peu froids. Après plus de 20 ans sur ce doublage, quel souvenir gardez-vous de ces personnages que vous avez interprétés? On a tout oublié. Mais comme tu le dis, c'est un vrai problème parce que ça fait 23 ans quand même. Et comment tu t'appelles, toi? Chacun d'entre nous avons passé une demi-journée, une journée pour les plus grands rôles ou 2 sur ce film. Et sur les 3 de la série, pareil. Donc c'est vrai que ça marque ceux qui l'ont vu. Moi, je l'ai vu une fois. Et j'ai regardé en anglais parce que je regarde rarement en français après les choses. Donc je n'ai pas de souvenirs réels, si ce n'est d'avoir passé un super moment parce que ce sont des acteurs magnifiques et que le film était magnifique déjà au moment où on doublait et que voilà, comme tout cinéphile, on adore ça, travailler sur des choses qui sont galvanisantes comme ça, c'est tout. Non, moi, j'avoue qu'effectivement les souvenirs sont lointains, mais il se trouve que ça faisait effectivement 20 ans que je n'avais pas regardé la trilogie et la semaine dernière j'avais du temps, je l'ai regardé à nouveau. Bravo. Il a fait ses devoirs. Voilà, il a révisé. Parce que je me suis dit quand même, je ne veux pas se faire con, à ne pas savoir quoi dire à des spectateurs qui vraiment sont fans de cette aventure-là. Mais j'avais quand même gardé des bons souvenirs parce que c'est quand même... Certes, on a fait, allez, moi peut-être un peu plus que certains, mais on l'a fait sur 3 années quand même, et ça c'est assez rare. Et ça, ces souvenirs-là, il y en a quand même quelques-uns, et notamment, j'ai eu la chance de pouvoir partager quelques moments, ce qui n'a pas été le cas de la plupart d'entre nous, avec les copains, dont Pierre,
Vincent, alors relativement peu, nous trois, mais personnellement beaucoup plus avec Christophe Lemoine qui fait Sam, mon petit Sam, qui finalement sauve la recette. Et là, ça a été un moment de partage très intense avec Christophe. On se connaissait depuis longtemps parce qu'on avait déjà quelques heures de route, mais ça a été des moments justement de partage parce que les personnages sont tellement fusionnels tous les deux que on a réussi à retrouver cette fusion entre nous, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais pour le coup c'est de très bons souvenirs avec Christophe. Et le rapport avec aussi Daniel Perret, qui était tellement investi, mais tellement investi, hein. Elle avait peut-être lu le livre 2 fois, moi je ne l'ai jamais lu, alors autant vous lire, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, mais elle était tellement investie que je garde de ces quelques moments, bien sûr, par rapport à tout ce qu'on a pu faire tous les uns les autres en 30 ans de doublage, ça paraît peu, mais je garde un souvenir très intense en fait de ces moments. Et j'avoue que la première fois, sur le premier épisode, je pense qu'aucun de nous n'a pu imaginer que ce serait mythique, hein, cette trilogie. Mais quand moi j'ai vu le succès du premier épisode, là je me suis dit, il se passe quand même quelque chose. On rentre dans quelque chose qui va rester quand même. Et ça, pour le deuxième et le troisième épisode, ça m'a marqué, j'avoue, et ça a quand même imprimé quelque chose de fort et qui est quand même resté. Voilà. Et ce qui est resté, c'est vraiment cette implication, à la fois de Daniel, qui nous a, enfin moi, avec Christophe, nous a vraiment porté, ce qui est quand même assez rare. Je crois que Daniel est le témoin principal de ce doublage, puisque c'est elle qui nous a réunis tous. C'est elle qui a eu ces idées-là de choix de comédiens par rapport aux acteurs originaux. C'est elle qui a tenu le doublage sur les 3 films. Et donc, je ne sais pas quand elle vient aujourd'hui. On l'espère. Voilà. Donc, c'est à elle vraiment qu'il faut parler de cette aventure-là, parce qu'elle nous a offert cette chance d'y participer. Et on lui doit beaucoup là-dessus. Ce qui est assez incroyable en doublage, c'est que parfois, la magie opère. C'est-à-dire que il y a des doublages qui restent ancrés dans la mémoire collective et que très peu de gens, peuvent voir en VO. Et c'est le cas de cette trilogie. Je ne vais pas vous demander la recette, parce que la recette n'existe pas, je pense, c'est un petit peu comme toute œuvre artistique, on ne sait pas la reproduire. Quel sentiment vous avez quand je vous dis ça, et qui à mon sens une réalité, c'est que certains doublages deviennent mythiques, aussi mythiques peut-être que l'œuvre en VO, en tout cas en France, pour les francophones. Quel ressenti vous avez par rapport à ça? On est très fiers, on peut même être étonné, mais moi je l'ai revu là, en salle ce matin, et c'est vrai que, je ne parle pas de moi, mais c'est un excellent doublage, véritablement. Mais sans parler de moi, bien sûr, moi je suis exceptionnel, mais les autres sont quand même pas mal. Ils se débrouillent pas si mal que ça. Quand on peut en être d'autant plus étonné ou fier qu'on a quand même travaillé sur les images rotoscopées, tous voire noires. Donc en fait, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait. Et donc, on a fait confiance à Daniel, qui nous a dirigés. Mais c'est le mieux qu'on pouvait faire, quoi. Et donc, c'est franchement très désagréable de travailler comme ça. Donc, savoir si on fait un bon doublage, sur le moment, on ne le sait qu'après, quand on découvre les images. Pour le début des années 2000, c'était la grande époque du piratage. Napster, voilà, etc. Exactement. Et qu'il y avait un réel décalage entre la sortie américaine et la sortie française. À l'époque, il y avait 6 mois, 3 à 6 mois, et donc le piratage avait une vraie valeur, qui depuis a disparu beaucoup, parce que maintenant tout est accessible assez vite en France aussi. Donc, et pourtant, le verrouillage n'a jamais été aussi verrouillé, alors qu'il n'a plus de lieu d'être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance, on travaille sur des copies pourries, mais on n'a plus ces trucs noirs, rotoscopés, on a juste des films pas finis, quoi, parce que tellement ça va vite. Ça dépend. À ma connaissance, c'est le premier. Le Wi-Fi. J'ai vu le Wi-Fi. C'est pratiquement un des. Ah oui, il marche mieux le tien.
Ah ouais, ça j'ai une belle voix. C'est pratiquement un des premiers films où on a imposé d'abord les fonds noirs avec des ronds qui s'ouvraient. Si je ne m'abuse, moi je suis arrivé que sur la deuxième. Non, c'est déjà avant Jurassic Park. Je crois que c'était avant. Il y avait déjà des. Ouais. C'est moi qui fais du Larsen. Et sur le second, les images étaient très légèrement virées au bleu. Une espèce de bleu qui n'était pas inélégant, mais qui n'était pas très pratique pour voir exactement ce qui se passait. C'est un peu à la lumière de ça qu'on... Moi, à mon humble niveau, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de l'enjeu. De l'enjeu sur ces choses-là, parce que quand un producteur, il est OK pour détériorer ses propres images, pour que l'équipe artistique qui doit défendre ses valeurs artistiques au sein d'une autre localisation puisse travailler dessus, enfin, faut vraiment Faut pas qu'il ait le choix. Ouais, faut pas qu'il ait le choix. Bah, ce qui était difficile pour nous en tant que comédiens, c'était d'anticiper. Parce que tout notre travail, c'est aussi un travail d'anticipation, de réponse. Tout passe dans le regard en général. Là, on n'avait pas de regard quasiment. Pas beaucoup de possibilités d'anticiper. Donc, on était obligé de voir et revoir, enfin, écouter et réécouter pour être au plus proche de ce qu'on entendait. Et la grande gageure, c'était pour l'ingénieur du son. Parce que lui, il y a tout ce qui n'était pas en premier plan. Moi, je me souviens, l'écran ne s'ouvrait pas, en tout cas sur le premier épisode. Et il devait tout faire à l'oreille en imaginant à peu près d'où venait le son de nos personnages qui parlaient. Et nous, on faisait tout ça à l'aveugle. Alors après, on a rectifié beaucoup de choses ensuite, quelques semaines plus tard, avec un semblant d'image. Mais c'était pas simple. D'ailleurs, on peut citer cet ingénieur du son qui est extraordinaire, c'est Gilles Messier. On avait, moi je pensais la première fois, il y avait un perchman. Oui. Je ne sais pas si vous l'aviez tous, mais on avait un perchman devant nous, comme sur un tournage. C'était assez... j'avais jamais vu ça, moi. C'est les dernières fois où j'en ai vu un, oui. Ouais. Pas sur les Hobbits, mais sur les Trois Seigneurs, il y avait un gars devant, dans la cabane, enfin nous, dans ce qu'on appelle la cabane, puisqu'il y avait beaucoup de scènes en extérieur, et on avait le micro plus un perchman qui se baladait en essayant de ne pas cacher la bande sur laquelle on lit le texte, on joue le texte, et l'écran, mais on avait un... Moi, la dernière fois que j'ai un perchman, je crois que c'est sur La La Land. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, quand même. Ouais, non, ça arrive de temps en temps. Mais pour revenir à Gilles, j'espère quand même qu'il a eu droit à une projection avec les images, parce que... Évidemment. Ouais, mais on a fait plein de raccords à la fin quand même. Ouais, il y a des conformes. Des confos. Une fois qu'ils ont là, la on avait une version image bleue, vert. Et surtout pour le mixage, oui, je pense que c'est Mais dommage. il y a peut-être un lien quelque part. Tu disais qu'éventuellement il y a certains doublages qui peuvent apparaître ou devenir mythiques ou représenter énormément de choses, en tout cas plus que ce qu'ils ont raconté, plus que ce que le film racontait. Il y a peut-être un lien avec le fait qu'on ait eu si peu d'images, ou une image si détériorée, et donc finalement moins de pression de l'image, parce que quand on fait du doublage, il y a quand même la masse, la précision, le jeu du comédien qui nous envahit, la pression du studio et tout ça. Et là, le fait que les personnages soient un peu flous, que les images soient un peu dégradées, peut-être que quelque part, en jouant ou en nous donnant la réplique, ça nous a ramené sur quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus personnel, un peu plus nous, De un peu plus l'ordre n'importe quoi, et qui du coup fait que le doublage c'est magique quand ça marche comme ça, puisqu'on se met à deux pour faire un. Bah ouais. Moi, je ne sais pas si c'est ça, mais moi, ce qui m'a nourri... C'est une théorie. Ouais. On est samedi, genre. Elle est pas mal. Moi, j'en ai une autre. C'est que moi, j'ai lu le bouquin avant. Et oui, je suis le seul. On peut c'est applaudir toi. Monsieur Tessier. C'est toi. Voilà. Donc, je suis le seul à avoir compris cette histoire, en fait. non, mais... En fait, je me suis forcé à lire le bouquin avant, et ça m'a quand même vachement nourri, parce que je connaissais pas du tout cet univers. Et voilà. Acteur studio. Non, justement, pas acteur studio. J'ai imaginé, enfin, ça m'a nourri intellectuellement, quoi. Et tu fais ça pour tous tes doublages? Absolument. Tous. C'est les rôles, tout ça. Il est dans les feux de l'amour, et je te dis pas, il a son 11e roman, 11e 1000 livres. Bon, chaque livre fait 3 pages. On va écouter la demoiselle qui avait une question. Ça vous fait quoi, là, aujourd'hui, si je peux le dire, grâce à votre travail, d'avoir étendu une communauté qui était certes déjà présente en Amérique, mais maintenant qui s'est étendue en France? J'espère que j'ai été claire. Oui, tout à fait. C'est pas forcément par notre travail, je pense, c'est surtout par rapport au produit, par rapport Peter Jackson, à la culture aussi, et le réalisateur.
Je pense que ce film-là a le même succès en Italie, en Espagne, en Allemagne, particulièrement en France, peut-être par le doublage qui est encore une fois très très bon. Mais je pense que le film, avec un acteur exceptionnel, absolument, est suffisant pour faire une communauté de l'anneau comme vous le dites. Il se trouve que j'ai fait la narration d'un documentaire qui est vachement bien fait sur le... Non, mais le doc est bien fait. Je pensais que c'était la narration. Non. Le documentaire, il est en 6 parties, peut-être que vous l'avez vu, sur comment ont été faits ces 2 trilogies. Et il y a 6 épisodes de 50 minutes, et c'est très très bien foutu, parce qu'il y a de l'interaction justement entre la narration et tous les intervenants. Et moi j'ai découvert, parce que j'ai fait ça il y a 3-4 mois, comment Peter Jackson a nourri le projet. Et lui, c'était surtout cette première trilogie qu'il importait, la deuxième beaucoup moins, c'est peut-être pour ça qu'elle a eu un peu moins de succès, et lui-même est tombé malade, enfin bon. Et il a tellement mis de lui et de son âme, et de son travail, et de son intelligence là-dedans, de son énergie. C'est une trilogie qui a failli ne jamais voir le jour, hein. Ça a failli même s'arrêter en plein tournage, par manque de moyens. Et je pense que c'est aussi cette âme qu'il a mis là-dedans, qui a fait que ça a créé une émulation mondiale finalement, et nous on fait partie de ça, mais je ne suis pas sûr que nous en soyons à l'origine, même en France. Il y a quand même dans le doublage international une excellence française, on est obligé de le dire. C'est sûr. Le principe même de nos outils de travail, la bande rythmo, le choix et la précision des textes, des lip-sync, des choses comme ça, nous sommes d'une exigence absolument folle en France. Et c'est tout notre honneur, hein. C'est d'abord à l'honneur des téléspectateurs, parce que c'est eux qui décident si c'est OK ou si c'est Et nous, on ne fait jamais que s'inscrire dans cette espèce d'excellence et d'exception française qui fait que le doublage passe encore mieux. On a des meilleurs mixeurs, on a des meilleurs auteurs, on a une plus grande habitude de travailler avec ces outils d'une précision redoutable, je me répète. Et peut-être que ça aide aussi à participer encore mieux du spectacle original. Après, il faudrait voir si dans les autres pays, il y a cette communauté, comme vous dites, qui s'est créée ou pas. Auquel cas, si elle est équivalente, voilà, c'est parce que c'est le film qui porte ça, peut-être, je ne sais pas. Ça, faudrait savoir. Peut-être qu'Olivier en sait plus là-dessus, s'il y a des communautés aussi importantes qu'en France. Oui, il y a des communautés très importantes. C'est une communauté, en tout cas, qui regarde les films à l'envi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent un peu comme Star Wars, tous les ans, ils se regardent Le Seigneur des Anneaux. Donc forcément, ça cristallise tout l'amour qu'ils peuvent avoir à la fois pour le film, mais aussi pour le doublage. Et j'ai tendance à dire, et tous les gens qui sont là le prouvent, c'est que l'amour qu'on a pour le doublage, et je pense que vous l'avez aussi peut-être pour vos pairs, et surtout pour les anciens, on est français, et on personnifie beaucoup plus un personnage dans notre langue maternelle que dans une langue en anglais. Moi, je regarde beaucoup de films anglais, et c'est vrai que le fait d'entendre des voix en français, c'est pour moi, ça me cristallise encore plus. Ma théorie est que si on ne parle pas couramment, si une langue n'est pas maternelle, il est difficile pour moi de dire cet acteur joue bien ou cet acteur joue moins bien. Alors qu'en français, à l'oreille, dès que ça sonne faux, je le sens tout de suite. Alors je le sentirai pas forcément sur un film iranien, sur un film anglais ou sur un film espagnol, parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Et donc cette personnification, et Homer, c'est Jean-Pierre Michael. Voilà, parce que le film, je l'ai vu 10-15 fois, pour moi, ça personnifie véritablement le personnage, et c'est pour ça que ça nous émeut, c'est pour ça que vos voix, vos interprétations sont dans nos cœurs. Moi, j'avais une question auquel vous avez commencé à répondre, vous, Pierre. Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà une familiarité avec l'univers et les écrits de Tolkien avant de vous emparer d'un de ses rôles. Que ce soit pour ceux qui sont arrivés pour le premier film, ou ceux qui sont arrivés sur le second, donc qui ont eu le temps de voir le premier arriver. Est-ce que vous aviez conscience de la richesse de l'univers, des textes, des écrits et des dialogues auxquels vous alliez devoir vous attaquer avec ces personnages et tout cet univers extraordinaire? Moi j'ai commencé à répondre, donc j'ai découvert en
lisant le premier bouquin. Et effectivement, j'ai découvert la richesse du langage, enfin de l'univers et du langage. Et voilà. Et je me suis demandé comment Déborah allait faire pour adapter. Non, mais je me suis dit que c'était un boulot pour elle, parce qu'il y a un univers très particulier, il y a un langage très particulier, quoi. Voilà. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Je veux dire, on ne peut pas se dire, tiens, je vais adapter ça comme j'adapte Les Feux de l'amour, par exemple. Ça pourrait être intéressant, tiens, d'ailleurs. Voilà, et du coup, j'ai trouvé que sans voir les images, en tout cas, c'était très bien adapté et très fidèle. C'est-à-dire que moi, sans avoir vu le film, j'ai trouvé que... Enfin, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça vraiment fidèle au bouquin, quoi. Voilà. Et donc, c'est peut-être ça le secret aussi de la réussite. Nous, on y participe, mais c'est que je pense que Jackson a fait un super taf d'adaptation. Voilà. Et je crois que c'était attendu au tournant, parce que moi, j'avoue, je ne l'avais pas lu, j'avais essayé à 12-13 ans, et j'étais peut-être un peu trop jeune, puis c'est quand même un sacré pavé, mais j'en revenais pas du culte, du mythe qu'il y avait depuis, je crois, je sais pas, depuis les années... C'est l'œuvre d'une vie, je crois qu'il y a passé... je sais pas, la moitié de sa vie ou à écrire ça. Et je crois me rappeler que le film de Peter Jackson était vachement attendu au tournant, parce que les fans qui vouent un culte au bouquin, ils n'auraient pas été très tendres si le film leur avait pas plu, quoi. Je crois qu'il y avait déjà eu un dessin animé d'un type qui s'appelle Ralph Bakshi ou un nom comme ça dans les années 70. Je ne l'ai jamais vu, il paraît qu'il est pas si mal, je sais pas. Ah bon. Il est expérimental, on va dire. C'est un film qui est très expérimental sur tout ça, mais il a fait que le premier et le deuxième. Il a fait un tome et demi. Voilà. Il n'est pas terminé. Il y avait qu'un film, je crois d'ailleurs. Ouais. En fait, il n'est pas allé jusqu'au bout. Le film a été un échec total. Donc il n'a pas pu le terminer, il n'a pas pu aller jusqu'au bout du livre. Donc effectivement. Après, effectivement, vous avez abordé un sujet très intéressant, c'est l'adaptation. Déborah nous a accordé une magnifique interview aussi. Alors moi, ce qui m'avait très étonné, c'est qu'au départ, lorsqu'elle a commencé à adapter le livre, elle ne pouvait pas utiliser les mots qui étaient dans le livre parce qu'il n'avait pas encore les droits. Donc elle utilisait des mots du style l'ogre ou voilà, le troll, mais c'est le nain, enfin même pas le nain, c'est la petite créature ou des choses comme ça, et c'était assez drôle. Et dès qu'elle a obtenu les droits, là, elle a pu vraiment avancer sur tout le vocabulaire. Et heureusement, parce que je pense que là, ça aurait été un tollé général. Bien sûr. Tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi on change les noms, Exactement. Mais tu sais que les noms ont changé. Oui, ouais, ils ont refait une nouvelle traduction. Et aujourd'hui, même il est limite obsolète aujourd'hui le film, parce que c'est absolument pas les noms qui sont actuellement dans la nouvelle traduction. Frodon Saké, c'est redevenu Frodon Besace. Exactement. C'est très étonnant. Ils ont rechangé. C'est-à-dire que le bouquin est ressorti avec un... Ils ont refait une nouvelle traduction totale. Entièrement. Mais qui a décidé? C'est les héritiers de voilà, ou l'éditeur qui a voulu ressortir une nouvelle version, et ça se fait de plus en plus. Pour se coller encore plus près de ce que Tolkien voulait dans ses écrits. Exactement. Mais du coup, pour les anciens, on est complètement perdus. Faut refaire un doublage alors. Non. Voilà, pas de problème, on va le refaire. Libre, tout va bien. On parle beaucoup de redoublage, en tout cas dans le magazine, on parle de redoublage. Moi, je suis un fervent, je suis totalement contre les redoublages. Pourquoi redoubler un film? Parce que les doublages mythiques ont été redoublés. On se parle des Dents de la Mer, La Tour Infernale, et j'en passe. Le Parrain. Est-ce qu'on va redoubler Seigneur des Anneaux? Un jour, oui, tu penses? Non. En général, les redoublages sont dus à des problèmes techniques de l'original qui ne peut plus être adapté aux nouvelles technologies d'écoute et de visionnage. Donc moi je me souviens que j'avais été appelé pour faire Superman effectivement. Pour remplacer Pierre Arditi, ce que je trouvais absurde parce que ce doublage était en effet mythique et que je l'avais adoré moi-même en tant qu'ado à l'époque quand je l'avais vu.
Et on m'a expliqué, oui, mais on est obligé parce que... Puis il y avait la version longue aussi, il y avait oui, il y avait la version longue, mais il y avait aussi aussi le passage au DVD avec du 5 points, des machins comme ça, qui n'existaient évidemment pas dans les années 70. Et donc c'est pour cette raison qu'ils étaient obligés de tout refaire et de tout ça. Donc je l'ai fait, mais avec un peu de regret. Mais on peut retrouver les deux versions des doublages dans les Superman, il y a deux versions. Donc ça, Alors moi, ce que je trouve assez étonnant, je trouve ça toujours étonnant, notamment les Disney, il y a plusieurs doublages de certains Disney. L'explication invoquée, c'est que les dialogues, enfin le doublage est un peu obsolète. Ça parle un peu vieillot avec un vieux français, mais en VO aussi. C'est ça que je ne comprends pas. Et c'est vrai que Jean-Pierre, ce que tu dis est très vrai. Ça, techniquement, technologiquement, on avance, mais sur la VO aussi. La VO date de 78 également. Donc tout ce travail de remettre une VO en 5.1, pourquoi ne pas la remettre aussi en 5.1 en VF? Mais sur Superman, c'était un peu différent parce que c'était une version longue, effectivement. Donc il y avait des scènes en plus. Donc il y a des choses. Exactement. Ils l'ont fait aussi pour les Dents de la Mer, il n'y a pas de... Et là, il n'y a pas de scène en plus. Il n'y a pas de scène en plus dans les Dents de la Mer. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand il y a un redoublage comme ça, comme Le Parrain ou Les Dents de la Mer ou Superman, c'est des films où on prenait beaucoup de temps à doubler, parfois 10-15 jours. Et quand on fait ça pour le Blu-ray ou les DVD, on ne met que 4-5 jours. Donc c'est une énorme différence de travail. C'est pas forcément de la faute des comédiens, mais c'est la faute du temps. Et donc c'est une perte de qualité. C'est un sacrilège pour moi, je trouve. À part, bien sûr, vous allez faire un très très bon doublage, bien sûr. Entendre bien. Mais c'est vrai que cette perte de temps, c'est dommage, parce que le 35, c'est ce qui nous permet de faire du bon travail, c'est qu'on a le temps. Et souvent, quand on fait un DVD ou un Blu-ray ou une télé, enfin un produit télé, on a moins de temps. Mais c'est vrai que c'est affreux, hein. On l'entend tous. Enfin, moi, j'ai pas entendu ton redoublage de Superman, mais pour moi, si c'est pas Perrette Pradier dans sur Margot Kidder, c'est pas possible. Je te jure. Mais c'est con. Hein, c'est pareil pour les Dents de la Mer. Si c'est pas Jacques Thébault sur Rush Shader, c'est pas possible. Si c'est pas Damien Boissos dans E.T. sur Le Petit Garçon, c'est pas possible, etc. Ouais. Ah ben alors ça va. Mais elle n'a pas été redoublée, j'espère. Et c'est encore pire, je trouve, dans les films plus anciens. L'autre fois, je suis tombé sur un western. Moi, gamin, j'étais fan de western avec John Wayne. Enfin, c'était vraiment... Donc, t'as cette voix-là. Et puis, c'est des films anciens où même les acteurs américains avaient un jeu adapté à l'époque. Or, là, on a des comédiens français qui doublent maintenant avec un jeu très bien, mais il est trop moderne par rapport à l'image. Il y a une dichotomie énorme entre le jeu qui est hyper moderne et l'image qui est ancienne, et où on s'attend à un jeu plus dépassé, effectivement. Mais cette dichotomie est tellement énorme que ça fout le film en l'air. Moi, j'ai pas pu aller au bout, alors que ça ne vient pas de nos camarades, évidemment, qui ont un jeu parfait, mais qui est trop moderne. Alors moi j'ai eu de la chance, il m'est arrivé de redoubler un vieux Ernst Lubitsch en noir et blanc, et où je me suis naturellement imposé de parler un petit peu de cette manière, un peu nasillarde et un petit peu prononcé comme cela. Finalement c'est passé, et on a refait un doublage, donc il y a peut-être une petite dizaine d'années, qui avait une vraie couleur 1950, et c'était tout à fait délicieux à faire. J'aime bien, on nous demande de faire ça. N'est-ce pas? De se balader un peu dans les époques, comme ça, et c'est intéressant, je trouve, pour un acteur. Est-ce que vous vous rappelez combien de temps a duré le doublage du Seigneur des Anneaux? Pour chacun d'entre nous. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de répondre. Le doublage, on ne le fait pas sur toute la longueur, chacun vient juste pour doubler notre rôle, donc ça dépend de chacun. Alexandre a plus d'enregistrement que moi, ou que Jérôme, mais chaque film, ça doit être 15 jours, non? Ah non, plus que ça, Seigneur des Anneaux, c'était au moins 2 mois. À l'époque, c'était plus long. C'était énorme. Ouais, je crois que, après, il y avait les versions longues qui sortaient 8 mois après, donc on revenait faire quelques scènes ajoutées qui étaient dans la version longue. 3 semaines? 2 mois? Oh, tu te rappelles pas? Un film? Non, le Seigneur. C'est entre 1 mois et 1 mois et demi. Chaque Seigneur, pas la trilogie. Chaque Seigneur, tu te rappelles pas? Moi, je me souviens de Daniel, quand elle n'en pouvait plus, elle avait vu le film 40 fois. Elle disait, j'en ai eu marre, je m'en sors pas, le mixage, le machin, faut que tu reviennes, ouais, encore des rageux. L'enregistrement, doublage, je comptais pas le mixage, tout ça. Ah, au moins 3 semaines, 1 mois. Ouais. Au moins 1 mois, peut-être 1 mois et demi, en tout. Ah non, c'était énorme. Oh. Ouais, mais elle a oublié un peu. 3 bonnes semaines. Elle vieillit, Daniel.
Du coup, moi j'avais juste une question par rapport du coup, au doublage. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a un moment que vous avez fait, je sais pas, une scène en particulier où vous étiez un peu ensemble, comme avant finalement? Je pensais pendant le film à la scène avec Elrond et tout. Alors, on n'a pas fait beaucoup de scènes ensemble, mais nous, alors les hobbits, là, les 4 petits hobbits, on a dû en faire une demi-journée. Ouais. Les chansons, moi je me souviens qu'avec Vincent, on a bossé un peu ensemble. Oui, parce qu'on fait la même taille comme les hobbits. Voilà. Et alors, il y avait une facilité pour le micro, il n'y avait pas le régler sans arrêt. Non, moi j'ai fait quand même un petit peu avec Christophe Lemoine, donc Sam. Mais effectivement, je crois que je suis un des seuls à avoir travaillé en binôme un peu. Mais après, j'ai fait beaucoup seul aussi. Je me souviens avoir fait quelques scènes avec Jean-Pierre. Ouais. Coup de bol, hein, parce que... coup de bol. Moi, j'étais content parce que je connaissais pas ce monsieur et j'étais ravi de bosser avec lui, quoi. Et voilà, mais c'est la seule chose, c'est tout. Non, moi j'étais entièrement tout seul et j'étais d'autant plus doublement tout seul que je suis arrivé déjà au 2e épisode. La personne, le mec qui fait Faramir, il arrive au 2e épisode. Et puis, déprimé pour déprimer, Daniel l'était parce qu'elle avait déjà essayé plus ou moins 2 ou 3 mecs du métier sur Faramir et ça n'avait pas l'air de lui convenir. Et nous ne nous connaissions pas, Daniel et moi. Moi j'étais juste à côté dans un autre studio. En train de faire un chef-d'œuvre encore intellectuel qui s'appelait Ali G in the House. Donc dans un univers assez voisin, en fin de compte, j'étais avec la casquette à l'envers, 30 cm au-dessus de mes vêtements, et c'est en sortant dans le couloir pour soulager voilà, ce que l'on doit faire, l'ingé son qui était en train de consoler Daniel qui pleurait, je trouve pas de Faramir et tout ça, qui dit mais putain, tu connais pas Gégé? C'est vous, t'as dit, ouais, tu connais pas Gégé? Au point où j'en suis, allez, viens. Et cette petite dame, faut se dire, c'est une petite dame, arrive encore plus voûtée, me précède dans le studio, me montre ces images-là, je comprends tout de suite que c'est le Seigneur des Anneaux, un peu bleu comme ça, puis elle me dit, vas-y, tu fais le blond là. Et alors je les ai faits, alors je vais pas dire que son visage s'est illuminé, parce que ce serait abusé. Mais quelque chose dans l'œil s'est réveillé. J'ai compris que je tenais éventuellement une piste. Je suis retourné faire Alidji. Elle est revenue me chercher le soir en me disant finalement ça va être toi, alors viens. Sauf que quand je suis arrivé dans le studio, il s'agissait, donc le jour d'après, il s'agissait de faire la totalité du rôle, mais tout était déjà fait. Donc toutes les réponses, les questions. Donc j'étais absolument entièrement seul avec une certaine forme de pression quand même. Et voilà. Bravo, belle anecdote. Est-ce que vous avez une pression quelconque, petite, moyenne, grande, quand vous arrivez sur une œuvre aussi énorme que ça? Parce que je sais que Daniel Perret a un peu essayé tout le monde sur tous les personnages. C'était en tout cas, c'est une période très très intense de casting. C'était très long. Est-ce que vous avez une pression quand vous arrivez sur Le Seigneur des Anneaux ou une autre sur une œuvre qui est très attendue? Qui est aussi importante en termes de budget, c'est des gros blockbusters qui ont été vus aussi, vous pouvez s'en douter, par énormément de gens en France, c'est pratiquement 10 millions d'entrées. Ou alors c'est l'expérience qui fait que finalement vous n'avez pas de trac, personnellement, quand je passe les essais, je n'y pense plus après. C'est la meilleure solution pour ne pas être déçu. Et en plus, on ne savait pas que c'était si culte que ça. Moi, je n'avais pas lu Tolkien et tout ça, je ne connaissais pas. Donc, je n'avais aucune pression. Et il n'y a pas eu beaucoup de personnes sur tous les comédiens en essai. Il y en avait. Moi, j'ai pas eu souvenir d'avoir passé des essais, non. Comment 2, 3, 4 J'ai pas passé. Mais en revanche, c'est une des rares fois, Daniel Perret m'a dit. Oui, je crois qu'on a passé des essais sur les Hobbits, on a passé sur j'ai passé des essais. Je suis pas sûr d'avoir passé des essais, mais je sais qu'on a été entendus. On a été choisi par Jackson. Exact, ouais, c'est Jackson lui-même qui choisissait les voix. Ce qui est rare, en général, c'est pas le réalisateur. Excusez-nous. Quand même, ça claque. Quand même. Et Daniel Perret, je sais qu'un jour, elle m'a dit, parce qu'en général, les gens qui choisissent les voix, c'est des représentants des majeures américaines, je crois.
Et elle a dit, c'est rare, j'en ai essayé 4 ou 5 par rôle, et elle lui a envoyé ça. Ça va être je me souviens que c'était très long les réponses, parce que malheureusement il y a eu les attentats du 11 septembre et la communication entre les États-Unis et la France. Un jour je l'ai croisée dans les couloirs, elle m'a dit t'inquiète pas, j'ai pas la réponse, mais avec le 11 septembre ça prend du retard. Et elle m'a dit un jour, Peter Jackson lui a même fait un commentaire sur chaque essai, même ceux qui ne choisissaient pas, en argumentant, alors que je crois qu'il ne parle pas français, enfin je sais pas, et elle m'a dit qu'elle, dans son parcours professionnel, c'est la seule fois où elle a vu ça, que c'est le réalisateur lui-même, alors soit c'est le timbre de voix, soit... Il y a Spielberg qui le fait aussi. Ah bon? Et Scorsese aussi. Scorsese et Fellini, mais quand il était vivant. C'est pas... Oui, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont... Fellini le faisait, oui, aussi, quand il était vivant. Et Sergio Leone aussi. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'avais pas plus de pression que ça, parce que je suis un peu comme Vincent, un essai reste un essai. Bon, on a une chance sur 3, sur 4 Le meilleur moyen de rater un essai, c'est de se mettre la pression. Donc, absolument aucune pression. Et moi, j'ai passé des essais, je m'en souviens très bien. Je ne suis pas sûr qu'elle m'ait dit pourquoi c'était. J'ai découvert l'image, mais bon, voilà. Ce comédien, je ne l'avais jamais fait, mais il avait déjà été doublé par d'autres camarades. Et puis, j'étais un des plus âgés de ceux qui passaient les essais. Mais à l'époque, j'avais quand même une voix relativement légère, on va dire. Et effectivement, elle m'a confirmé, Daniel, quand j'ai été choisi, qu'il donnait des notes sur tous ses choix. Il m'a des commentaires. Il a eu 12. Il est passé. Juste. Et en fait, c'était la petite maturité que je pouvais avoir de plus dans le jeu qu'il avait déterminé à me choisir moi plutôt qu'un autre qui peut-être vocalement était plus proche du rôle. Mais comme lui avait la vue sur tout le film, il savait que son personnage lui devait arriver jusqu'au bout avec une maturité qu'il n'avait pas au début. Voilà. Et le chèque, tu l'as envoyé après ou... Non, je l'ai gardé. Et oui, pour ce qui est de la pression pour passer des essais, dans notre vie de comédien, on a quand même beaucoup plus à essuyer de refus que d'acceptation. Donc le fait de ne pas être choisi est naturellement intégré à toute notre existence, à quelque moment que ce soit, au moment des essais. Donc ça s'ingère, ça se digère et ça s'oublie complètement pour pouvoir être soi-même. Donc la pression, oui, ça peut être un ennemi, et puisque c'est un ennemi, ça s'en va. Mais de toute façon, on a plus de chances d'avoir des refus que des acceptations. Comment? Pour toi. En général, quand je fais un essai, c'est à 90% sur 6 mois. Enfin, parce que t'en passes un tous les 6 mois, mais... Est-ce que chacun d'entre vous, personnellement, ce serait possible de partager avec nous un rôle précis, peut-être un rôle premier, un rôle coup de cœur qui vous a vraiment marqué pour le coup dans votre carrière? Next question. Non, un rôle, peut-être un doublage qui vous a plus marqué qu'un autre? C'est une question qu'on a tout difficile. le temps. Pour moi, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de rôles qu'on a aimé doubler, donc c'est très difficile de choisir. Le Seigneur des Anneaux en fait partie, évidemment, mais il y en a plein. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à répondre parce que j'en avais beaucoup à vous dire. Des rôles que j'ai aimés. Si je peux changer peut-être la question, quel est le doublage peut-être sur lequel vous avez pris le plus de plaisir? C'est pareil, c'est la même chose. Peut-être plus encore qu'un rôle en particulier parce qu'il nous a demandé de faire, mais de constater l'impact de certains rôles. Ça, en tout cas à titre personnel, ça va devenir à rebours mes meilleurs souvenirs. Celui qui permettra le plus humainement, le plus joyeusement d'entrer en contact avec des communautés de fans de films en VF. Donc c'est des dessins animés ou même des rôles, pas forcément des grands films, mais des trucs qui vont marquer les esprits. Ça va devenir à rebours un très bon souvenir. Le American Pie, on peut pas dire que c'est été à faire le rôle de ma propre existence. En revanche, le nombre de fois que j'en entends parler, ça devient, avec le temps, pratiquement mon meilleur souvenir. Pourtant, intellectuellement, ça laisse les neurones en paix. Voilà.
C'est d'ailleurs marrant parce que fois on fait des trucs, puis bon, on se dit voilà, c'était sympa et tout. Puis ça prend une ampleur quelques années après, les gens en parlent. Et des trucs auxquels, quand on le fait, on se dit ah, pas mal et tout. Et puis finalement, ça. Il n'y a pas vraiment de loi. Mais c'est vrai que après, c'est plutôt à vous que ça appartient. Et c'est avec les retours qu'on, quelquefois, on se dit tiens. Et puis il y a le fait, quelquefois aussi, si on a la chance d'être dans une série qui est à long terme, je sais pas, j'ai fait les experts pendant, je sais pas quoi, 15 ans, forcément, après, il y a plus de chances que ça marque les gens si la série fonctionne sur la durée, quoi. Je sais pas. Pour répondre à votre question, moi, peut-être le rôle qui m'a le plus marqué, c'est peut-être Jesse dans Breaking Bad, parce que c'est un personnage tellement loin de moi, tellement loin de ce que je suis. En plus, j'ai passé aucun essai, ce qui est absolument faramineux, parce que quand on voit le personnage, même moi, ce que je disais au directeur artistique Guillaume Orsat, je dis mais t'es fou, t'es un dingue, qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? Enfin, le personnage est tellement loin de ce que je suis. Et en fait, très curieusement, même moi, je me suis étonné dès la première scène, rentrer dans le personnage, là, le saisir assez rapidement, alors qu'il est à des années-lumière, ce personnage, de ce que je suis moi dans mon intimité, quoi. Nous, on parle du Seigneur des Anneaux, on est très marqué par ce doublage et par vos voix sur des personnages. Moi, ça m'intéresserait de savoir quel est le doublage, vous, en tant que spectateur, qui vous a fortement marqué. On en parlait un petit peu tout à l'heure, avec des films qui ont marqué. Tu parlais de Superman, Jean-Pierre, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des comédiens, des voix de comédiens qui vous ont fortement marqué? Moi, c'est les séries que je regardais enfant. C'était Les Mystères de l'Ouest. Oui, avec Jacques Thébault, notamment. Ouais. Oui, moi aussi, c'est pareil. Avec Roger Rudel et Jacques Thébault, formidable doublage. Et Le Limier, avec Philippe Dumas et Dominique Paturel. Magnifique film et magnifique doublage. Mais effectivement, pour moi, je crois que vraiment la période d'or du doublage, même s'il est toujours très bon maintenant, c'est 70. C'est des doublages incroyables. Un après-midi de chien avec Pacino, c'est incroyable. French Connection, c'est incroyable le doublage. Je sais pas, il y avait une espèce de nouvelle vague de doublage qui, en 70, comme le cinéma américain, et j'adore ça. Et aussi un rapport à ces époques-là un peu moins pressurisant avec la VF, le Amicalement Vôtre ou Starsky Hutch, voilà, Balutin, Lax, Roux, tous ces gens-là faisaient en français carrément ce qu'ils voulaient. Ils rajoutaient du texte de manière éhontée. Ils changeaient les blagues, ils se faisaient des blagues personnelles, vraiment des pièges, des blagues de machine à café. Et ce truc-là passé, c'était mixé. Ça nous arrivait donc, dans nos postes de télévision et dans nos oreilles avec un délice, comme ça, une sensation de connivence. Brett Sinclair et Danny Wilde sont en français, mais voilà, c'est à écouter. De toute façon, il n'y a pas non plus de mystère si c'est 256 rediffusions en VF et une petite douzaine au bout d'un bâton. Les Colombo, tout ça. En VO. Les drôles de dames. Ah. Non mais si, mais moi c'est vraiment lié à l'enfance, en tout cas. Je trouve qu'on est tous à peu près la même génération là. Donc on a entendu, on a été élevés aux mêmes voix. Et c'est ça qui... Non mais c'est vrai, je pense même à ta maman, à Michel Bardelet. Moi, quand on rencontre ces gens-là pour la première fois après, quand on commence à faire du doublage, mais je sais pas, c'est une émotion incroyable, quoi. Je me souviens d'avoir été appelé pour doubler un film avec Dominique Paturel. Et Dominique Paturel, pour moi, c'était JR. C'était Dallas. Et je me suis retrouvé avec lui. Déjà, ça m'avait fait ça avec Darbois, mais Darbois, c'est la génération d'après. Mais Paturel, c'est vraiment une voix qui m'a bercé pendant toute mon enfance, mon adolescence. Et ça a été 5 jours avec lui passé, parce que d'ailleurs, c'était Le Limier aussi, mais le remake. Ah oui, avec Michael Caine. Ouais, oui. Et il doublait Michael Caine dessus. Et on avait passé du temps ensemble. Il était déjà très âgé, mais toujours au cordeau. J'étais fasciné d'avoir cette voix-là à côté de moi et de travailler avec lui là-dessus.
Ah, c'était Jean-Claude Michel. Ah, je l'avais vu, Jean-Claude, non? Ouais, c'était sur un film pas terrible, un Police Academy, je crois, l'année dernière. Mais c'est pareil, quoi. Moi, je me souviens, j'étais sur mon siège et je me suis retourné, quoi. Le mec entre dans l'Audi, on se retourne forcément. En plus, c'était un grand monsieur assez hiératique, comme ça. Pas très drôle. C'est Sean Connery. Ouais. Mais là, c'était Police Academy, et c'était une comédie. Et Jean-Claude Michel, il fait, on y va. Pas drôle du tout, quoi. Et très rigolo. Après, Papy se met à jouer, c'était très sympa ce qu'il faisait, mais on était un peu... Enfin, moi, j'étais assez impressionné. C'est vrai, ce que vous dites. J'étais dans le B à Sonody, pour ceux qui s'en souviennent. C'était vraiment... C'est là que je t'ai vu pour la première fois, Pierre, dans le B à Sonody. Ah oui, je pense que oui. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mais c'est vrai que ça a baigné notre enfance. Tout ce qui a baigné notre enfance nous a marqué. Moi, j'ai baigné dedans indirectement, puisque ma mère est comédienne et fait beaucoup de doublage. Mais je n'y allais quasiment jamais sur les plateaux. De temps en temps, tous ses copains venaient à la maison, donc je les côtoyais à ce moment-là, mais pas tant que ça finalement. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était... j'ai parlé de John Wayne tout à l'heure, mais parce que j'étais fan de western quand j'étais gamin, et la première fois que je me suis retrouvé je devais démarrer, avec Raymond Loyer à la barre, j'avais pas fait très attention tellement j'étais concentré sur les 3 mots que je devais dire, et tout d'un coup on se lance, et là il commence à parler, je me dis... J'ai à côté de John Wayne, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante. Et ça, j'ai eu une descente épouvantable pour pas me planter. Pourtant, je me plante souvent. Et là, j'étais impressionné et ému, alors que ça avait baigné quand même mon enfance, et que ma mère nous racontait beaucoup de ces anecdotes au retour de ses studios. Mais et ça, effectivement, c'est des madeleines, tout ça. Et vous, je pense que ça relève de ça aussi. C'est parce que ça fait 20 ans que vous nous entendez, et que tout d'un coup, de nous entendre 20 ans plus tard, voilà, ça remue plein de choses plutôt agréables, je l'espère pour vous, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ça, c'est très émouvant en tout cas. Ça, peut-être pour répondre à ta question tout à l'heure que tu posais, sur savoir si on était content de faire partie de cette communauté. Mais je pense que, en fait, c'est cette émotion-là qui vous transperce aussi, quoi. Je pense pour certains, c'est vraiment les voix, c'est incroyable, quoi. Moi, je me souviens d'une anecdote, j'y pense parce qu'avec Denis, on était à une cérémonie d'hommage pour les 20 ans de la disparition de Pierre Trabeau, qui était une très grande voix du doublage que j'aimais beaucoup, et Daffy Duck. Et moi, il venait de temps en temps à la maison avec sa femme, Nicole, que j'aime beaucoup. Et on était gamins avec mon frère, et évidemment, dès qu'il arrivait, c'était fais-nous Duffy, et on était, mais... On le regardait avec des yeux comme ça, et donc j'imagine très bien l'émotion qu'on peut vous donner, et c'est très touchant, franchement c'est touchant. Est-ce que, aujourd'hui, quand vous arrivez en studio et que vous avez un jeune comédien qui joue, les réactions que vous avez eues en entendant Raymond Loyer, en entendant Jean-Claude Michel, est-ce que vous suscitez la même chose auprès de ces jeunes comédiens? Est-ce que vous avez un retour? Est-ce qu'ils vous disent « je suis très impressionné de travailler avec vous » Oui, mais ça peut Quand ils se mettent à pleurer, on comprend. Quand ils se mettent à genoux, non, on peut pas dire ça. On est en roue libre. Je plaisante. Mais non, moi ça m'arrive, ça commence à m'arriver, donc signe de vieillissement. Hein. La porte n'est pas loin. On va t'appeler Jean-Claude. Mais oui, ça commence à arriver des jeunes comédiens qui débarquent et qui en fait, ils le disent pas. Vous avez bercé mon enfance, ok, ta gueule. Mais j'ai eu la même réflexion avec Pierre Pradier, donc je comprends complètement. Mais ils le disent pas forcément. En revanche, on sent une certaine tension chez eux. Comme la tienne à côté de Raymond Loyer. Exactement. Mais c'est ça qui est touchant aussi. Et là, justement, je repense à ces moments-là. Et voilà, on essaye de mettre à l'aise. Vous, que pensez-vous en soi du doublage français dit international, donc canadien-québécois, contre lesquels je n'ai rien, je précise, puisque l'un de leurs plus dignes représentants, en la personne de Richard Darbois, fait partie de mes favoris. Et donc voilà, vous, qu'en pensez-vous en général? On doit vraiment répondre. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux, hein. On notera que Darbois, il œuvre relativement peu au Canada. Il a choisi la bonne maison pour venir exercer.
Non, le doublage canadien actuel ne ressemble pas du tout à celui des années 80 ou 70. Il y a des Star Trek, la série Star Trek était doublée au Québec et qui est parfois inécoutable parce qu'il y a un fort accent québécois. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais comédiens. Et là, dans les doublages canadiens, ils n'ont presque pas d'accent. On reconnaît quand ils disent un mot anglais, comme donne-moi ton computer, c'est cool, ou un vrai nom. Là. Mais c'est aussi un très bon doublage, le doublage canadien, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Mais c'est des très, très bons comédiens. C'est juste que leur façon de parler n'est pas la même que la nôtre, même s'ils ont moins d'accent. Donc à l'oreille, ça fait bizarre, c'est tout. Mais je ne critique pas du tout le doublage canadien. Je trouve que, en plus, ils le font maintenant pour leur pays, et nous, on le fait pour notre pays, donc tout va bien. En revanche, le doublage belge... Il est très bien aussi, mais bon, c'est leur... Arrête de dire ça, t'es copain avec tout le monde ou quoi? Mais parce que je trouve que les comédiens belges sont très très bons. C'est de la merde. C'est dit. Il y a une donnée... Non, mais c'est vrai, en plus, c'est de la merde. On entend des merdes, quand même. Bah, c'est pas de la merde. Hein, et le doublage espagnol est encore pire. Il y a une donnée incontournable, c'est que la communauté, leur communauté, et québécoise et belge, est beaucoup plus restreinte. Ils sont moins nombreux. Comme ils sont moins nombreux, l'émulation, l'entraînement, la variété, la richesse, la diversité est un peu moindre. Et donc forcément, des milieux qui sont moins nombreux, ben, ils se nourrissent de moins de choses, donc ils tournent un peu en boucle. Et les bons, ils viennent à Paris. Et les bons, ils viennent à Paris. Il y a des Belges dans la salle? Non? Et aussi, massivement, même si ça peut être sujet à débat, ils ont moins de temps pour faire les mêmes choses. Donc voilà, si tu es moins nombreux et que tu as moins de temps, forcément, tu braques. J'ai une petite question qui me taraude, c'est vrai que je ne la pose jamais. Comment vous réagissez quand moi ou quelqu'un qui travaille pour le magazine vous appelle pour dire on va écrire un livre sur le doublage du Seigneur des Anneaux? Vous dites c'est des fous, c'est super, ils ont raison, ou pourquoi faire, je sais pas. Non, moi je te dis c'est combien déjà. T'es le seul que je rémunère, arrête. Moi, je trouve ça une idée magnifique, courageuse et assez dingue de faire un pari, de créer un objet comme ça pour une communauté, même si elle est vivante, qui est quand même forcément restreinte. Et c'est fascinant. Donc moi, je suis ravi de participer à ce genre de choses, si on peut témoigner et apporter une valeur quelconque à ce genre de choses. Je trouve ça super. Moi, je ne peux que te remercier, Olivier. Bah non, mais quand même, tu mets en valeur notre travail de façon magnifique, quoi, depuis des années. Donc, parce qu'il n'y a pas que le Seigneur des Anneaux. Donc, voilà. Mais je trouve que de faire une thématique comme ça, que ce soit le Seigneur des Anneaux, ou, enfin, de choisir des thèmes, oui, on y répond favorablement tous. Bah oui, et puis le résultat est assez exceptionnel. Ayant vu tout à l'heure le bouquin, moi je l'ai reçu, puisque j'en avais commandé. T'as de la chance. Bah, je l'avais commandé. Je l'ai commandé, moi. Je l'ai commandé. Et oui, donc j'ai eu le temps de... J'ai pas tout lu, hein, mais j'ai vu la masse de travail que ça a représenté, enfin j'imagine, parce que c'est extrêmement bien fait. Et pour notre petit milieu, parce qu'on reste un petit milieu, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir ce souvenir, cette trace qui va rester, quoi qu'il en soit, de nos modestes participations, des traces, parce qu'un jour, probablement, le doublage n'existera peut-être plus. Mais il restera immédiatement. Mais pour nos enfants, nos petits-enfants, pour ceux qui en ont, et autres, et puis pour ceux qui ont connu cette époque-là, ça restera un souvenir, je pense, précieux. Un très beau témoignage. Très, très précieux. Et je crois qu'on peut vraiment te remercier pour ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a beaucoup de chance, nous, dans notre génération, d'être reconnus. Il ne faut pas oublier que les comédiens, comme de la génération de la mère d'Alexandre, le doublage, c'était limite honteux pour les comédiens. On était au théâtre, on était à la télé, au cinéma, mais le doublage, personne n'en parlait. On allait le faire en banlieue dans des caves pour gagner un peu d'argent et très bien sa vie, d'ailleurs mieux qu'à maintenant. Mais la plupart n'en parlaient pas, ou en tout cas ils le cachaient. Et
Et il n'y avait aucune reconnaissance de ça, évidemment. Et d'ailleurs, personne ne connaît les noms de ces gens-là que nous, on admirait. Moi, je ne les connaissais pas à l'époque. Je voulais savoir qui c'est. Il n'y avait pas d'accès à Internet comme aujourd'hui. Vous avez la possibilité de voir des informations sur chacun. À l'époque, ça n'était pas possible. Donc on a cette chance aujourd'hui, grâce à toi, grâce à vous tous, qui vous réunissez, qui pouvez échanger sur nous, et sur tout ça, d'être enfin mis en lumière et reconnu. Et ça, c'est... on vous remercie énormément parce que c'est super agréable pour nous, qui sommes comédiens dans l'absolu, mais beaucoup aussi à travers nos voix, et qu'on aurait pu passer dans l'ombre comme tous nos pères anciens. Et on a cette chance-là aujourd'hui. Après, c'était des acteurs qui avaient une grande expérience théâtrale, pour beaucoup. Moi, ma mère a fait énormément de théâtre. Elle a eu sa petite heure de gloire, un peu comme Perrette Pradier dans les années 60. Donc ça remonte à très très loin. Perrette, elle était même petite vedette de télé et de cinéma. Hein. Mais ils avaient aussi cette opportunité d'être entrés dans le doublage. Alors, ils n'en avaient pas honte, ceux-là, hein, parce qu'ils allaient dans les grosses productions. Hein. On en parlait tout à l'heure, les grosses productions américaines, il était une fois en Amérique compagnie, enfin bon, et autres. Et là, on faisait appel à des comédiens de théâtre, donc comme ceux dont on a parlé. Mais effectivement, il y avait ce côté un peu ringard de service, et notamment, ça s'est un peu accentué avec les années 80, parce qu'il y a eu une telle masse de travail pour la télévision, où les produits étaient un peu plus discrédités, que là, c'était pas très bon d'être vu. Mais c'était quand même des acteurs et des actrices qui avaient une grosse expérience, souvent théâtrale, qui avaient eu leur petite heure de gloire pour beaucoup, et puis ensuite qui se sont, voilà, parce qu'il y a un peu moins de gros boulot peut-être hors théâtre ou autre, mais bon. Alors quand tu m'as appelé et que j'ai pu constater toute l'étendue de ton talent pour produire ces livres d'une qualité incroyable. Incroyable, on a affaire à des bouquins de bibliothèque, de collection. C'est sidérant. C'est... Ouais. Moi, ça m'a déjà foutu un coup de pression. Parce que nous vivons dans le noir, nous vivons dans l'ombre des studios et tout ça, mais nous apportons vraiment tous autant qu'on est un soin jaloux, une exigence folle sur ce qu'on fait. On est très dur avec nous-mêmes, on tente d'être désinvolte, mais en fait on est super exigeant, on vient chipoter la moindre petite demi-labiale, la longueur, la respiration, etc. Donc on fait ça vraiment avec un souci d'excellence à notre niveau, mais toujours dans l'ombre, dans le noir, dans le secret des alcôves des studios, et de constater que le souci d'excellence qu'on a est perçu et a envie d'être valorisé et mis à l'honneur avec excellence, comme ce que tu fais, ça met la pression. À la fois ça réjouit, parce qu'on se dit, tiens, on a les deux fils torsadés vers le ciel, et en même temps, est-ce qu'on sera à la hauteur pour... J'ai révisé les questions, moi c'est pour ça, je les ai demandées avant, c'est vrai. Voilà, donc merci, et surtout bravo. La plupart d'entre vous, avez-vous déjà eu l'occasion de rencontrer vos homologues à l'international, par exemple Jean-Pierre Michel? Avez-vous déjà eu l'avis de Brad Pitt sur votre voix, de ce qu'il en pensait? Est-ce que vous avez déjà rencontré justement les acteurs que vous doublez? C'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude Michel. Jean-Claude Michel. Oh, le coup de vieux. J'étais avec Brad là tout à l'heure au téléphone et on en parlait justement, et Kinou était en Zoom en même temps. Donc non, je n'ai absolument aucun contact avec aucune de ces stars-là, malheureusement. Moi, le seul que j'ai vu, c'est Elijah Wood, pour la sortie, à la soirée... La soirée du deuxième des deux tours, ouais. Au Trocadéro. Au Trocadéro, c'était génial. On avait quelques-uns avoir été invités. Et Daniel Perel vient me voir pendant la soirée. Si tu veux, il y a un créneau, on peut te présenter Elijah Wood. On est entouré de Nana et de le garde du corps aussi. Et je dis, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, pourquoi pas. Alors hop, un créneau de 5 minutes, on s'est parlé 2-3 minutes, il a été très sympathique, on s'est dit des banalités évidemment. Mais il a été très sympathique, il a joué le jeu, et puis voilà, c'est tout. On les a tous rencontrés en fait. Ouais, mais il y en a qui n'étaient pas là.
Ah, tu l'as pas vu? Non, il tournait le Pirate des Mais Caraïbes. ils n'étaient pas très disponibles pour cette soirée-là. Mais après, le mien, Dominique Monaghan, je l'ai recroisé, moi, pour la série Lost. Ils ont fait une soirée pour qu'on se rencontre. Et on s'est beaucoup parlé, c'était super sympa. Et c'est vraiment un mec adorable. Et il m'a dit qu'il aimait beaucoup ma voix française, parce qu'il a aimé le résultat en français. Donc, et on fait exactement la même taille. Ça aussi, c'est important. Vous vous êtes regardé les yeux dans les yeux. Ah oui, oui. Non, mais cela dit, c'est important quand on double, de doubler un comédien qui a à peu près notre format, quoi. S'il n'y a rien de plus terrible de doubler un comédien qui fait pour moi 1m90 avec une grosse voix, ça ne me correspond pas, donc là c'est très paisible. Mais quand on double un comédien qui nous correspond, et dans sa façon d'être, et dans le rythme, dans la respiration, et un peu physiquement, j'ai les pieds poilus d'ailleurs, c'est très agréable. Donc Dominique Monaghan a un amour de mec. Ouais, bah, j'avais rencontré Billy Boyd aussi, pareil, la même soirée. Et on s'est revu, je l'ai revu pareil à une convention sur Le Seigneur des Anneaux, quelques années plus tard. Je l'ai vu au moins 2 ou 3 fois, je sais plus. Mais on s'est croisés plusieurs fois, ouais. Très pareil, très sympa. Très gentil, très dispo. Et il fait à peu près ma taille aussi. Il est vraiment, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Des autres que je peux doubler, je veux dire. Je suppose. Et quand ça arrive, ils sont sympas, ils sont comme toi et moi. Hein. C'est vrai que souvent, ils ne sont pas dispo parce qu'ils ont des agents ou des attachés de presse qui leur imposent des trucs, mais sinon, ils sont normaux, quoi. Un grand merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. On va prendre une jolie photo avec le public en arrière-plan, si ça vous dit. Et ensuite, on va aller se restaurer et rendez-vous à 15h pour les dédicaces, pour ceux qui ont les petits bracelets. Merci encore.